picks it up. 4 seconds. Benoit has it tapped away by Payton. Grabbed by Campbell. Challenge caught. 2 seconds. 1 second. Hardaway at the buzzer. Got it! Oh, my! Oh, the highlight reel. This place is crazy! L'énergie du désespoir, l'envie de gagner, le cœur d'une équipe, son âme. Dans le quatrième match, Seattle a prouvé que cette équipe est plus forte dans sa tête. Nous voulons finir cette saison en étant la meilleure équipe que nous pouvons être. Nous allons le faire. Nous pouvons être champions NBA. Peut-être champion, Seattle, de toute manière, est à une victoire de la finale NBA. Bonjour, suite des finales de conférence sur Canal, on connaît déjà le premier qualifié puisque Chicago en a terminé avec Orlando. Reste à connaître le second, peut-être dès la fin de ce match. Seattle mène 3 victoires à 1 face au Utah Jazz et joue dans sa salle. C'est un match qui avait lieu la nuit dernière. Énormément d'ambiance, on le voit sur ces images, Georges. L'équipe de Seattle possède toutes les cartes. 3 victoires pour Seattle, 1 victoire pour les Jazz d'Utah. Les Sonics jouent à la maison. Ils sont là pour gagner, comme vous voyez sur cette pancarte. Les Jazz qui avaient été battus lors des 2 premières rencontres disputées à Seattle, 102-72 et 91-87. Ensuite, ils s'étaient imposés à Salt Lake City 96-76 avant de s'incliner dans leur salle 88-86. Les Jazz en bleu, les Sonics en blanc. C'était la première défaite d'Utah à la maison en play-off. Ballon pas loin d'être intercepté par Hawkins, il l'est par Schrempf. Et la touche en faveur de Seattle. On va voir une débauche d'énergie dans ce début de match. Protégez-vous. Les Utah Jazz n'ont pas le choix. Il faut venir l'emporter ici. Alors que les Jazz n'ont pas encore remporté un seul match à l'extérieur en play-off. Mais rien n'est joué, dit Jerry Sloan. Ervin Johnson, de loin, ce n'est pas vraiment son rôle en principe. Et Jeff Hornacek à la manœuvre. Pour une fois, ce n'est pas John Stockton. Le voilà, Stockton, pris par Schrempf, joue avec Malone, comme souvent, à l'intérieur. Stockton, avec Malone, on insiste. Et le rebond est pour Schrempf, et faute de Stockton. Oui, le meilleur intercepteur de l'histoire de la NBA a voulu piquer la barre dans les mains de l'Allemand Detlef Schrempf, mais faute. Quelle ambiance, quelle ambiance! Stockton a une revanche à prendre. Il a été dominé par Gary Payton tout au long de cette finale de conférence Ouest. Seattle champion en 79 et qui depuis n'a plus rejoué de finale NBA. Payton avec Schrempf. Ça part bien. Les 2 premiers points du match pour l'Allemand. Hornacek. Faute d'Ervin Johnson sur Karl Malone en défense. Oui, Jerry Sloan, le coach d'Utah, y croit encore. On a vu des renversements de situation. Par exemple, Houston contre Phoenix la saison passée. Ils ont remonté un déficit de 3 victoires à 1. Cela dit, quand on regarde les statistiques quand même, on s'aperçoit que dans l'histoire de la NBA, il n'y a que 5 équipes qui ont réussi à revenir de 3-1 en play-off. Et la dernière, c'était Houston en 95, en demi-finale de conférence contre les Suns de Phoenix. Felton Spencer, ça ne rentre pas. Payton, qui aura fait une saison extraordinaire, Gary Payton. Oui, il était partout. Meilleur défenseur de l'année, meilleur intercepteur de la saison. Et bon shooter. Oui, voilà. on disait toujours par le passé qu'il avait tendance à chambrer. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans la Dream Team d'Atlanta, comme Sean Kemp, qui a eu un comportement un peu discutable en jouant dans la Dream Team à Toronto. Ces 2 joueurs-là veulent prendre la revanche. Chris Morris, difficile ce qu'il tente.
Spencer qui vient se battre au rebond, c'est Irving Johnson qui en hérite et donne aussitôt à son meneur, Gary Payton. Ça ne pouvait mieux démarrer pour les Sonics de Seattle qui mènent 5-0. Et qui là en plus font faire une faute au grand Felton Spencer. Hornacek plutôt. Voilà. Ici. Un autre duel important. Hornacek a marqué 19 points dans le dernier match. Hawkins 12. Hawkins, 3 points. Quel début de match! Quel début de match pour les Supersonics de Seattle. Ils sont très concentrés. On voit déjà un peu de doute sur les visages des Jazz d'Utah. Et il avait ses appuis. Swish pour Hersey Hawkins. Match qui avait lieu la nuit dernière à Seattle. Sean Kemp, 10-0. Sean Kemp a marqué 18 points en seulement 23 minutes de temps de jeu. Toujours ces problèmes de faute dans cette finale de conférence. Il dit, si je joue plus, c'est grâce aux arbitres ce soir. Hornacek, enfin, les 2 premiers points pour les Jazz d'Utah après plus de 3 minutes de jeu. Étonnant quand même. Gary Payton pour Hawkins avec Sean Kemp. Ah oui, Bien joué passe. pour Johnson. Super lucidité de Kemp. Prise à 2, il a trouvé le joueur démarqué, Irving Johnson, qui lui aussi fait sa meilleure saison NBA dans son rôle de rebondeur-défenseur. On aurait pu croire effectivement que les Sonics auraient eu tendance à se relâcher après leur 3e victoire face au Utah Jazz. Ce n'est pas du tout le cas. Ils sont bien dans leur sujet. Faute sur Jeff Hornacek. Oui, Seattle veut en finir au plus vite pour s'attaquer aux Bulls de Chicago. Boum, le dunk de Johnson. Surtout que pendant ce temps-là, les Bulls de Chicago quand même sont en train de se reposer. Ce qui est intéressant en vue des finales. Oui, c'est vrai. Après une longue saison. Et quelquefois, si on se repose trop longtemps, on a du mal à retrouver le rythme. 93% de réussite pour Hornacek au lancer franc. En play-off, en plus, toujours dans le money time avec la pression de la phase finale. Maintenant, ça fait 55 lancers francs réussis sur 59 pour Hornacek. Hornacek qui a marqué 28 points. Il était meilleur marqueur avec Karl Malone dans la belle victoire lors de la 3e rencontre à Utah. Ils ont gagné de 20 points face à Seattle. Un ballon qui circule bien du côté des Sonics. Ça se termine par une passe de Gary Payton. Boum! Sean Kemp! Oh là là, la puissance de ce dunk inimaginable! Le spectaculaire Sean Kemp Il envoie un message avec ce dunk-là. sur une passe non moins spectaculaire de Gary Payton. Quel pastèque! Fantastique. Si Seattle est en finale, ça nous promet une finale de rêve contre les Bulls de Chicago. Ballon perdu par Hornacek. Rien ne va plus pour l'instant pour les Utah Jazz. Regardez Payton. Déjà une passe super spectaculaire. Le ballon a rebondi sur Irving Johnson. Et Kemp était à l'affût. Ah, c'est super tout ça. La passe était un peu forte pour Irving Johnson. Kemp, lui, il s'en fiche. Il a pris le ballon. Il a dunké. Et Johnson qui se dit, mais qu'est-ce que je fais là pour ce qui me concerne? Hersey Hawkins. Et Johnson qui essaye de se battre pour récupérer ce rebond offensif. Finalement, ça va profiter au Jazz d'Utah avec Jeff Hornacek. Stanton est à sa gauche. Et c'est Sean Kemp qui revient pour du pied mettre cette balle en touche. Il nous fait un contournant. Mais Kemp et Irving Johnson sont partout. Quelle mobilité chez ces deux intérieurs côté Supersonics. Cette envie de gagner du côté de Seattle. Le retour de Kemp, vous avez vu le sprint infernal qu'il a fait pour revenir en défense. Et l'envie de gagner sur le banc également. On a vu Eric Snow qui était debout alors qu'il ne joue quasiment jamais avec Seattle pour encourager ses partenaires. Une brique. Et derrière, Karl Malone, heureusement, marque. On a l'impression que la tension, elle est sur les épaules des Utah Jazz. Alors que ça devrait être l'inverse en principe. Oh, je ne sais pas. Utah est à une défaite d'être éliminé. Disons qu'il y a un peu de pression partout. Tout le monde est stressé là. 16-6, toujours 10 points d'avance pour Seattle. Stockton avec Malone, belle passe. Ah, c'est un geste qu'on voit très souvent entre les deux joueurs. Oui, avec ce système écran dans le dos pour Malone. Bonne défense de Oui. Karl Malone. Et Malone, il fait souvent ça. Kemp a dit, j'ai besoin de garder la balle très haute
parce qu'il arrache souvent le ballon en bas, Karl Malone, en défense. Aisley perd la balle. Askew la perd à son tour. Schrempf pour Kemp. Quel début de match. Il a une revanche à prendre par rapport aux autres matchs de cette finale où souvent il n'était pas d'accord avec les arbitres. Il a passé beaucoup de temps sur le banc. Et les joueurs de Jazz qui sont complètement à la rue dans ce début de partie. Le voilà, Howard Aisley remplaçant le Stockton en tant que meneur de jeu. Faute d'Askew qui avait perdu le ballon précédemment. Super passe de Schrempf et Sean Kemp qui a quand même marqué 30 points lors de la première rencontre de cette finale. C'était une victoire facile pour Seattle, 102 à 72, 30 points d'écart. Mais bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui à mon avis. Même s'il y a 11 points dans ce début de match en faveur de Seattle. Hornacek avec Aisley pour Malone, ressort et interception de Sean Kemp. Ils vont jouer à 2, à 3. Magnifique, c'est Askew qui termine l'action. Belle passe de Payton, belle finition, mais c'est surtout Sean Kemp qui est partout au rebond, à la marque et surtout en interception. 24 à 11, Georges. 13 points d'avance pour Seattle dans ce premier quart-temps. Oui, Malone a le tournis en ce moment face à cette défense très haute, très agressive, exactement comme les Bulls, toujours en pressing avec prise à 2 systématique. Ils empêchent l'adversaire de circuler le ballon. Hornacek. 4 secondes. Hornacek essaye de passer ligne de fond, bien fait, bonne feinte, ça lui permet de shooter librement. C'est le joueur complémentaire idéal à côté de Stockton, Jeff Hornacek. 8-2 pour les Sonics de Seattle dans les 2 minutes 40 qui viennent de s'écouler. Il va falloir que le Jazz d'Utah se remettent dans le match tranquillement, petit à petit, panier après panier. Il a mouliné ce rebond, Karl Malone. Bloc de Malone pour Hornacek. Bonne passe à l'intérieur pour Antoine Carr, qui ne marque pas, mais il y a une faute de Kemp sur Carr. Oui, donc ça c'est bénéfique pour les Jazz. Ils préfèrent évidemment voir Kemp sur le banc plutôt que sur le terrain. D'ailleurs, la faute n'était pas, du tout évidente. Ah ouais. Oh, ben, Kemp a l'impression que les arbitres lui en veulent un peu pendant cette finale. Stockton de retour sur le plancher pour les 10 dernières secondes de cette première période. 8 points de retard pour les Utah Jazz. Et Hornacek qui ne marque pas. Mais il y a faute sur Jeff Hornacek, le shooter à 3 points des Jazz d'Utah. Alors, est-ce que c'est 3 lancers francs devant Jerry Sloan voudrait bien. Ce qui permettrait au Jazz d'Utah de revenir à 5 points à la fin du premier quart-temps, ce qui serait quand même bien intéressant. Regardez son pourcentage au lancer franc, 93% en play-off, on vous le disait tout à l'heure, 89% durant la saison quand même, et 3 sur 3 ce soir, 3 sur 4. Il était deuxième de la NBA dans cette statistique au niveau pourcentage. Il a une drôle de façon de placer ses pieds quand il est au lancer franc. Regardez le pied gauche bien derrière le pied droit. Ça fait un peu années 50, hein? Oui, c'est ça. Mais toute l'équipe de Utah avait des problèmes au lancer franc, seulement 11 sur 22 dans le dernier match. Oh, Gary Payton! Joueur extraordinaire. Et fin de ce premier quart-temps. Sean Kemp, 6 points, un rebond simplement, 5 points pour Karl Malone et 5 rebonds. Et 2 fautes surtout pour Kemp, alors que Malone n'en a pas pris encore une seule. Le duel à suivre entre Kemp et Malone. Le plus important étant les 9 points d'avance, bien entendu, pour Seattle à l'issue de ce premier quart-temps. On se retrouve dans le deuxième quart-temps avec Payton, qui veut donner pour Schrempf. Payton encore. Bloc de Detlef Schrempf. Payton qui lui dit va-t'en, je vais jouer à l'intérieur avec Perkins. Askew tente de passer. Perkins, un peu hasardeux tout ça du côté de Seattle. Perkins obligé de prendre le shoot. Et le rebond, la récupération pour Russell et Stockton. Une meilleure défense d'Utah là-dessus. À l'intérieur pour Antoine Carr. Gros travail d'Antoine Carr quand même dans ce match. Et des bonnes passes de Stockton.
Bon, Stockton a été décevant dans cette finale, seulement 7 points et 7 passes décisives dans les 4 premiers matchs contre Seattle. Il faisait presque 15 points et plus de 11 passes décisives pendant la saison régulière. Oui, 7 passes décisives pour Stockton, c'est très peu. Meilleur passeur de l'histoire de la NBA. Il y a beaucoup de passeurs qui s'en contenteraient quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Mais pour arriver en finale NBA, il faut que les stars soient au top. Et Utah revient à 5 points quand même sur Seattle. Askew. Est-ce qu'il va jouer pour lui-même? Macmillan, gêné par Stockton. Askew encore, gêné lui par Russell. Bien gêné puisqu'il y a faute. On dirait que la défense d'Utah semble meilleure. Maintenant, ils sont rentrés dans le match. Ils ont laissé passer l'orage parce qu'au début, Seattle était vraiment très, très fort. Macmillan tente d'échapper à Stockton. Perkins. Est-ce que les Sonics de Seattle, sans Kemp et sans Gary Payton dans ce début de deuxième quart-temps, vont réussir à conserver l'écart creusé dans le premier quart-temps? Ça va être dur. Carr. Wow! En confiance. Antoine Carr. Macmillan. Pour Perkins. Prise à 2 sur Sam Perkins qui a réussi à passer ligne de fond. Ballon perdu, récupéré par Greg Foster. Stockton maintenant. Et Carr qui va se placer à ligne de fond. Stockton l'a vu. Il a coupé. Est-ce qu'il va reprendre le shoot? Stockton. Antoine Carr semble progresser à travers cette finale. Il a plus de temps de jeu. Russell. Et le rebond pour Askew. Ils étaient deux et c'est Adam Keefe qui vient leur chipper la balle. Attention à ne pas perdre pied. 3 points pour Seattle qui avait bien pris les choses en main. Oh, quelle passe! Pour Askew. Passe de Sam Perkins. Faute de Keefe. Il faut avoir les yeux derrière la tête pour faire une passe pareille à l'opposé, malgré une prise à 2. En retour de Kemp. George Karl sent que les choses ne vont pas si bien que ça. Et Kemp, on voit dans son regard, il est en train de se dire « Je ne vais pas faire de faute. » 8 minutes à jouer dans ce deuxième quart-temps. Detef Schrempf, Russell seul au rebond. Il y avait Kemp, vous avez raison Georges, parce que Kemp il est resté un petit peu en retrait au rebond offensif. C'est surtout en défense qu'il a du mal. Antoine Carr avec Russell à 3 points, qui tente beaucoup de choses Russell dans ce match. Et il a raison, il marque à 3 points. Et il permet au Utah Jazz de se rapprocher encore un petit peu plus. Il a même marqué quelques paniers décisifs en play-off cette saison. 1 sur 3 à 3 points pour les Jazz dans ce match. 2 sur 4 pour les Sonics. Kemp court. Stockton au rebond. Ça ne lui arrive pas très très souvent. Pas loin du marché Stockton. Changement de main. Stockton sur la ligne des lancers. France entre. Oui, c'est très important que Stockton tente des tirs, qu'il marque des paniers. Il ne faut pas être un joueur unidimensionnel. D'autant que c'est un très très bon shooter, John Stockton. Et d'ailleurs, on le verra dans le top 10. Askew pour Kemp. Prise à 2 sur Sean Kemp qui réussit à dégager assez d'agressivité pour s'en sortir. Nate McMillan est contré par Greg Foster. Et le rebond, encore une fois, profite au Utah Jazz. La contre-attaque également, mais l'arbitre a sifflé. Pour une nouvelle faute. Encore une faute sur Sean Kemp. Super panier de Russell. Utah est revenu complètement dans le match. On se retrouve à moins de 5 minutes de la fin de cette mi-temps. Seattle est toujours devant, mais il n'y a plus que 3 points. Karl Malone pour Hornacek. Travail de haut panier de la part de Russell qui s'affirme. Oui, c'est un vrai scoreur. Hein. D'ailleurs, Jerry Sloan disait j'ai du mal à le sortir maintenant parce qu'il n'apporte que des choses positives. C'est pour ça qu'il reste si longtemps sur le terrain. Sam Perkins contré. Récupération Schrempf pour Sean Kemp. Ah oui,
avec les jambes écartées en l'air. C'est un des joueurs les plus spectaculaires de toute la NBA avec Michael Jordan. Deux équipes avec un gros collectif. On ne voit pas beaucoup de shoot en première intention, même si là, c'est le cas pour Karl Malone. Oh, l'attitude de Payton. Changement de main. C'est un serpent. Le tournis pour John Stockton. On a vu Delaney-Rudd faire la même chose en finale face à Antoine Rigaudot. C'était lors du 3e match. Changement de main, Rigaudot était dans le vent. Et là, c'est Payton qui a réussi à mettre Stockton dans le vent. Superbe. Le travail en dribble, quelques feintes de cours en dribblant de Payton. Il finit main gauche avec un mauvais appui. 3 points d'avance toujours pour Seattle. 2 minutes 30 à jouer en première période. Olivier Barbarin s'est occupé avec Pascal Baradel du montage. Très difficile parce qu'aujourd'hui, on va vous proposer tout à l'heure à la fin du match un résumé également de la 4e partie, de la 4e rencontre entre Orlando et Chicago, qui a vu la victoire de Chicago 106-101. Et puis tout à l'heure, vous aurez également le top 10 dans un instant à la mi-temps. Donc beaucoup de choses. Une grosse actualité et c'est pour cela qu'on ne fait pas de journal du basket, bien sûr. Kemp au lancer franc, un peu long. C'est la 2e finale de conférence pour Seattle en 4 saisons. 4 sur 5 ce soir pour Kemp. Presque 80% en playoff, mais bon là, ouais, ça va moins bien. Et 74% durant la saison régulière. Bob Weiss, l'assistant, qui a été entraîneur principal à Atlanta notamment. Est-ce que les Jazz vont passer devant pour la première fois du match? Voilà qui est fait avec Hornacek. Le super shooter. Et tout cela avec Stockton sur le banc. Ah, ça change tout. Ça change tout parce que là, les Jazz sont devant alors qu'ils ont eu jusqu'à 14 points de retard. Pas de chance pour Gary Payton. Payton, 19 points lors de la dernière victoire à Salt Lake City avec 2 paniers importants dans les dernières minutes. Et un ballon qui va très très haut, comme pour tous les grands shooters. Oui, une belle trajectoire. Plus le ballon est haut, plus le ballon a des chances d'aller dans le panier. Premier lancer réussi pour Payton. Deuxième raté. Hornacek avec Russell. Qu'est-ce qu'il tente Brian Russell? Comme oui. chose s'est accordée. Les 2 points sont accordés puisque le ballon était dans sa phase descendante, semble-t-il. Oui, c'est un go-to player. Un joueur décisif. C'est un peu le rôle de Karl Malone habituellement. Et c'est peut-être pour ça que les Utah Jazz sont en finale de conférence. Avant, il y avait Malone, Stockton, point. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, il y a Hornacek qui est très très bon à 3 points et pas seulement. Il y a Brian Russell qui tente beaucoup de choses, quand même contré et qui n'arrive pas à marquer. La contre-attaque pour les Jazz d'Utah. Il n'y a que 3 défenseurs du côté de Seattle. Mal joué de la part d'Aisley. Cette fois, la contre-attaque, elle est pour les Sonics Seattle avec Gary Payton face à John Stockton, face à Hornacek plutôt. Il a réussi à marquer. Et belle relance de Kemp pour son jeune copain Payton. Ils sont arrivés ensemble dans cette équipe. Ils se connaissent bien, ils se respectent beaucoup. Aisley a un peu précipité les choses parce que les Jazz auraient pu marquer quand même sur l'action précédente. Hornacek encore. Toujours au même endroit. Il adore être en tête des raquettes. Et ça, c'est une surprise de voir Utah devant. Waouh, quelle adresse pour finir cette première mi-temps. De part et d'autre. Aisley, 1 point d'écart. Vous aviez raison, Georges. Ça risque d'être serré jusqu'au bout. Tant mieux. Alors qu'on a cru au départ avec le début de match de Seattle que ça allait rapidement être terminé. Bien joué de la part de Malone. Belle feinte. Et Karl Malone qui n'a marqué que 9 points dans cette première période. Mais Ils vont comme jouer. Russell est là, comme Hornacek est là. Oui, l'essentiel, c'est bien sûr le score. Payton Dernier tir pour Seattle. pour Schrempf. À côté.
Voilà, mi-temps. Les Jazz d'Utah sont bien revenus sur Shawn Kemp et les Sonics. Les 3 plus belles actions, ou presque, de cette première période. Avec cette relance de Kemp pour Payton d'abord. Et un joli mouvement en dos au panier de Payton, un meneur de jeu. Hornacek, l'une des clés de cette première mi-temps. Avec cette adresse à 3 points, 2 de suite. Et Payton qui lui répond quasiment juste derrière. 18 points pour Payton en première mi-temps. On va voir les statistiques justement. Seulement 3 points d'écart. Meilleure adresse pour Utah. Payton 6 sur 9 au tir, 18 points. L'homme de la première mi-temps pour l'équipe d'Utah, c'était Antoine Carr, 10 points marqués. Et le banc d'Utah a été beaucoup plus performant. Le top 10 et on se retrouve pour la seconde période. Ça va commencer avec un méga pancake de Brian Russell. Cela permet à John Stockton de marquer le 3 points décisif. Penny Hardaway d'Orlando traverse toute la défense de Chicago pour dunker sur la tête haute perchée de Luc Longley. Hardaway passe long pour O'Neal, qui finit pour une fois assez rare en finesse. Appréciez la puissance des bras de Shawn Kemp, qui marque malgré une faute pastèque. Kukoc s'en mêle ses pinceaux en dribblant et Orlando peut faire preuve d'altruisme. Tir manqué, relance rapide de Craig Ehlo et missile miraculeuse de Blaylock. Brian Russell d'Utah se tord dans tous les sens pour marquer ce panier pas possible. Russell with a spectacular play. Le flying canadien Bill Wennington, rebond et panier aveugle à 2 mains. Il faut être puissant pour arracher le rebond à O'Neal pour une claquette dunk de Steve Smith. Aujourd'hui, c'est le Penny Hardaway Show. Tir en suspension, s'il vous plaît, de la ligne médiane. Wow! I don't know if you guys heard it. I heard him call glass at the last second. Et on se retrouve pour la deuxième moitié du match. Hornacek et Payton, 2 hommes qu'on n'attendait peut-être pas. Payton, si, Hornacek un peu moins, Georges. Oui, Payton continue à dominer son vis-à-vis John Stockton dans le duel des 2 grands meneurs de jeu. Et Karl Malone, 9 points seulement, alors que Stockton n'apparaît pas dans ce palmarès des meilleurs marqueurs. Shawn Kemp. Ça commence très fort avec un méga dunk du Rainman. Shawn Kemp qui avait beaucoup de problèmes de faute dans les autres matchs de cette série. Et Seattle est à 1 point des Jazz. Stockton. À l'intérieur, on repart avec Jeff Hornacek, encore lui, qui ose de plus en plus de choses, et il a raison puisque c'est réussi, pas ici. Gary Payton en contre-attaque très rapidement, bonne passe, j'allais dire pour Detlef Schrempf, passe un peu longue, et ça va revenir au Jazz. Oui, un peu de précipitation. On ressent une telle intensité sur le terrain, c'est vraiment un match de play-off. Et là, Schrempf a attendu parce qu'il voulait shooter à mi-distance. Payton pensait qu'il allait jusqu'au panier. Grosse pression, c'est vrai, les Sonics de Seattle ne sont pas allés en finale depuis 79. Et ils ont beau mener 3-1, encore une fois, on vous l'a dit tout à l'heure. Rien n'est joué. Stockton. Récupération Payton. D'ailleurs, 79, c'était le seul titre gagné par ce club de Seattle. Detlef Schrempf, bloqué par Karl Malone. Hornacek avec Stockton. Bonne défense, très très bonne défense des Jazz. Malone.
avec Hornacek peut-être, ou Stockton. Malone est bien pris, c'est pour Stockton. Oui, la défense de Stockton a été quasi décisive tout au long de cette série. Hornacek avec Stockton à 3 points, 3 secondes avant de shooter. Il est encore un petit peu court, le rebond est pour Karl Malone. Et faute un petit peu idiote de Gary Payton. Et incroyable parce que Karl Malone était vraiment isolé. Il a cueilli ce rebond, c'est vraiment le terme. Tranquillement. Les mains actives en défense. Bon, Schrempf pense qu'il y avait faute, bien sûr. L'éternelle discussion. On entend le public décompter les secondes. La polémique dans cette série, est-ce qu'il prend plus de 10 secondes pour tirer ses lancers francs? Et le public met une pression terrible sur Malone en lancer franc. Gary Payton. Quel beau geste de Payton. Renversement de dribble, il finit main gauche. C'est le moteur de l'équipe, 20 points, meilleur marqueur de la rencontre. Et à propos des lancers francs de Karl Malone, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un journal du basket cette saison, on vous avait passé Mitch Richmond en train de mimer Karl Malone au lancer franc. C'était à se tordre de rire. Payton, encore lui. Payton jusqu'au bout avant de donner un ballon presque décisif pour Irving Johnson. Vous savez, les lancers francs de Karl Malone, il n'a réussi que 3 sur 11 dans le dernier match. Alors cette passe-là un peu trop basse vers les genoux et Irving Johnson avait du mal à le capter. 2 points de plus pour Hersey Hawkins. Et Seattle est devant. 1 point d'avance. Alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Pour l'instant, les Sonics tiennent le bon bout. Ils ont un orteil en finale. 5 secondes avant de shooter. Bonne défense de Seattle également, qui contraint les Jazz à jouer au maximum des 24 secondes. Et en plus, ils obtiennent la touche. Oui, et tout ça sans faire prise à 2 sur Karl Malone. Malone avait une situation d'1 contre 1, mais il a raté complètement son shoot. Stockton va aller se reposer. C'est vrai que la défense sur Stockton est épuisante. Il essaie de faire tout ce qu'il peut, mais pour le moment, il a du mal. Assis dans cette équipe des Jazz, on arrive à bloquer et Stockton et Malone. On a fait 9/10 du boulot. Accordé. Les 2 points sont accordés pour Shawn Kemp. Et quand on a un joueur aussi génial que Shawn Kemp, oh, l'enthousiasme sur le banc de Seattle, oubliez la frustration des 2 derniers playoffs. Un peu court pour Hawkins et puis super rebond de Kemp. Lancer franc réussi derrière. Un petit break, tout petit, en faveur des Sonics. 4 points. Beaucoup plus de maturité dans le jeu et chez l'homme, Shawn Kemp. Hornacek, avec un bloc peut-être d'Antoine Carr. Hornacek toujours. Et dès que Stockton n'est plus là, il y a plus de difficultés à approcher du cercle. Regardez, Antoine Carr complètement pris à l'intérieur de la raquette. D'autant que là, les Jazz vont perdre le ballon. Furieux, frustré lui aussi, Carr, sur cette action. Oui, il a marché, c'est évident, mais tous les joueurs sont en sur-régime permanent. Il n'y a que les grands athlètes qui peuvent s'en sortir, comme Kemp. Quelle ambiance, Georges, quelle ambiance à Seattle, où toute une ville croit, on ne va pas dire au miracle, mais... Oui, Kemp allait marquer un but, là, avec son pied. Kemp, n'oubliez pas, n'a pas fait des études universitaires. Il est venu à 19 ans dans la NBA, donc il avait tout à apprendre. Il est resté modeste pendant tout cet apprentissage. D'ailleurs, avec l'influence de sa mère, qui a été très importante pour lui. Malone. On parle d'humilité, c'est le mot qui convient aussi pour Karl Malone. Une grande star qui reste simple, il adore la vie rurale. Detlef Schrempf, bloqué, n'a pas pu prendre le shoot. Peut-être ici. Non, bonne passe à l'intérieur pour Hawkins. Passe de Schrempf. Super passe laser. Hersey Hawkins, on voit maintenant pourquoi Seattle l'a fait venir à la place de Kendall Gill. Il est plus vieux, mais il apporte son métier et son calme. Howard Eisley, toujours le suppléant de John Stockton. On recherche Malone invariablement. On joue côté gauche, là où Malone
va venir se placer. Bonne passe de Karl Malone pour Antoine Carr qui a du mal encore une fois à l'intérieur de la raquette. Cette fois, ça lui profite. Oui, parce qu'il y a Kemp et Sam Perkins qui attendent pour le contrer. C'est dur. Les Jazz résistent. 2 points de retard. Oh, ça va être un match serré. Hawkins, encore une fois, qui va se frotter au gros gabarit des Jazz et qui va prendre le rebond. Quel boulot de Hawkins, quel boulot. On a parlé toutes ces dernières années de la richesse du banc de cette équipe de Seattle. Mais là, encore une fois, on en a une illustration. C'est-à-dire que Kemp peut marquer, que Hawkins peut marquer, que Payton peut marquer et tous les autres. Oui, ils ont peut-être ajouté un peu de métier. Il y avait toujours beaucoup de talent, mais pas assez d'expérience peut-être, mis à part Ricky Pierce ou Eddie Johnson, les bons 6e hommes du passé. Jerry Sloan, qui était un très grand défenseur avec les Bulls de Chicago dans sa carrière de joueur, à lui de trouver les solutions. Et franchement, après 3 quarts-temps, être à égalité à Seattle, c'est déjà très bien pour les Jazz. On passe dans le 4e quart-temps, 1 point d'avance pour les Utah Jazz. Et Jerry Sloan, qu'on a vu tout à l'heure, le disait, attention, ce n'est pas terminé. Et les Sonics le disaient également, on va attendre un petit peu, disait-il, hein, si vous le voulez bien, avant de parler des Bulls de Chicago. Même si la Payton permet à Seattle de repasser devant, momentanément sans doute. Bon, rappelez-vous, dans le 4e rencontre, ça s'est joué à 2 points, 88 à 86. Donc ces deux équipes se sont adaptées par rapport à l'adversaire. Alors que les Jazz n'avaient pas encore perdu à domicile en play-off. C'est vrai, donc quelle déception pour Utah ce jour-là. Payton. Ça se frictionne à l'intérieur. Faute d'Antoine Carr. Oui, en regardant les autres matchs de la série, on voit que dans le premier match, Seattle a gagné de 30 points. Mais dans le deuxième déjà, Utah n'a perdu que de 4 points. Donc déjà, on a l'impression que Utah revient peu à peu au niveau de Seattle, en fait. Vous pensez que tout est encore possible, vous, Georges? Ah, complètement. Payton. Trop court. Est-ce que ça va revenir pour les Jazz ou pour les Sonics? Discussion, grosse discussion. C'est pour Seattle. Alors, regardez ça. Alors, dans la saison régulière, on ne verrait pas 5 joueurs courir vers le ballon comme ça. Mais en play-off, tout le monde est à l'affût. C'est ça qui est génial. Cet engagement en permanence. Et de l'engagement, il y en a eu également entre Chicago et Orlando. On vous le rappelle, tout à l'heure, là, dès la fin de ce match, long résumé du 4e match entre Orlando et Chicago qui s'est terminé, oh, bah, vous le savez très bien, par la victoire de Chicago. Askew, ça rentre. C'est important ces paniers. Psychologiquement, c'est très important. Ça permet à Seattle de rester devant. Un autre joueur du banc qui apporte son écho. John Stockton. Encore pour Karl Malone, certainement. C'est une situation qu'on connaît bien. Alors, Malone dos au panier. Tout un côté pour travailler, mais prise à 2. John Stockton. Il est pris Stockton. Russell. Il fallait shooter, il restait 2 secondes, c'est trop court. Encore une fois, bonne défense de la part des Sonics de Seattle, mais il y a faute sur Russell. Oui, après le tir, on a vu Payton tomber sur Brian Russell. Donc ça donnera 3 lancers francs à Russell. Oui, il était bien derrière la ligne et Payton lui arrache le bras. On comprend pourquoi il a fait un sous-marin. Le ballon n'a rien touché. Allez, on passe de 75-72 à 75-74. On vous épargne les lancers francs. Il en a réussi 2. Et ballon pour les Sonics avec Macmillan. Schrempf face à Russell. Avec Kemp qui renverse pour Askew à 3 points sans aucune opposition. Et c'est Macmillan qui va chercher ce ballon. Il avait peut-être trop de temps pour tirer. Il a perdu son rythme. Askew encore. Schrempf réclame cette balle à l'intérieur. Il en hérite. Prise à 2 sur Detlef Schrempf qui ressort pour Macmillan qui écarte jusqu'à Perkins. Kemp maintenant avec Askew. Macmillan à 3 points. C'était bien fait. Ballon qui tournait parfaitement. Et quelle défense! L'activité défensive d'Utah. Énorme, énorme. Parce qu'ils ont dû courir à droite et à gauche 3 fois. Stockton en 1 contre 1 peut-être avec un bloc de Russell. Stockton sur la ligne des lancers francs. Antoine Carr. 4 secondes. Bras roulé.
On voit la différence. À Seattle, c'est beaucoup plus une circulation rapide du ballon. Et à Utah, c'est un jeu de position. On donne d'abord à l'intérieur pour profiter du poids de Malone et de Carr notamment. Alors Georges, vous pensez que les Jazz peuvent encore se qualifier? Est-ce qu'une des deux équipes peut vraiment inquiéter les Bulls de Chicago en finale? Oui, je pense que Seattle aurait plus de chance face à Chicago. Avec leur banc bien fourni, ils ont un peu la même défense très agressive que les Bulls d'ailleurs. Hawkins pour Macmillan. Ballon qui tourne beaucoup. Bras roulé main gauche, superbe. Perkins qui a déjà réussi un panier à 3 points. Très important dans la dernière rencontre à 2 minutes de la fin. Ça risque de jouer comme lors de la dernière rencontre à 1 ou 2 points. Malone. Ah oui, que de super réussite. shoot. Quasiment pas de déchets pour l'instant. 24 points déjà ce soir pour Karl Malone. C'est lui le meilleur marqueur maintenant du match. Et le chassé-croisé qui n'en finit pas. Les Utah Jazz sont repassés devant. Perkins au bout. Là, ils ont donné beaucoup d'efforts en défense et j'ai l'impression que Utah a besoin de souffler un peu là. John Stockton pris par Macmillan. Faute de Macmillan. Nate McMillan, oui, c'est lui qui ne voulait pas parler de Chicago aux journalistes. Ils sont devenus un peu superstitieux, ils ont bien raison. Après le débâcle des 2 derniers playoffs, éliminés au premier tour. Mais là, pour la deuxième fois en 5 ans, ils sont en finale de conférence. C'est une super saison pour Seattle. Utah, 0 victoire et 8 défaites à l'extérieur. En playoff, vous avez vu. Payton avec Schrempf. 5 secondes, le chronomètre. Schrempf avec l'aide de la planche, elle ne rentre pas. Un rebond pour Russell, Stockton. Oui, donc si jamais Utah gagne ce soir, ce serait la première victoire cette saison en playoff des Jazz d'Utah. Est-ce qu'il serait quand même qui arrive au moment le plus important parce exactement. que sinon ils sont éliminés. Exactement. Alors ensuite, si les Utah Jazz gagnent, on retournerait jouer à Salt Lake City, ce qui relancerait complètement Hornacek. Quel geste de Jeff Hornacek, ce qui relancerait complètement la série. Oui, c'est ça. En finale de conférence, on fait 2-2-1-1-1, tandis qu'en finale NBA, c'est 2-3-2 au niveau de la répartition des matchs. Question de distance, hein. C'est à cause de ça. Oui, c'est ça, parce que dans la même conférence, les voyages en avion sont moins lointains, c'est évident. Quel mouvement, il fait presque un 360 degrés, il tourne en l'air. Il est en train de sortir le match de l'année, Hornacek. 3 minutes à jouer dans cette partie. 3 minutes égalité, 85 partout. Les Sonics de Seattle ne sont pas encore en finale NBA. John Stockton face à Payton, prise à 2 sur Stockton, qui va jouer avec Russell, absolument seul, à 3 points. Russell qui marque. Oh là là, un panier très important sur une passe clairvoyante et transversale de John Stockton. Aïe, aïe, aïe. Inquiet Seattle, sûrement. Kemp bien pris, faute sur Sean Kemp. Non, non, non. Non, non. 3 secondes. Ah, c'est rare de voir ça. Passe dans le timing. Russell n'a pas hésité. Bon coup. Remise en place pour Stockton, Malone et les autres. Ballon pour Stockton. Il reste 2 minutes 30 à jouer. 3 points d'avance pour les Jazz d'Utah. Inutile Stockton. de dire, chaque ballon vaut de l'or maintenant. Russell à 3 points encore une fois. Il préfère aller en pénétration. Faute de Perkins ou de Schrempf? C'est Perkins. Ou ballon sorti tout simplement. En faveur d'Utah, je crois. Alors Brian Russell, il n'a pas été bon, pas joué dans la saison. Et en playoff, il joue 2 fois plus. Russell qui sort un gros match. Hornacek qui sort un gros match. Malone, c'est dur. C'est dur. Mais c'est dedans. Meilleur marqueur évidemment de son équipe pendant ses playoffs, Karl Malone. 5 points de retard maintenant pour Seattle. La surprise peut-être de ces finales de conférence. La victoire des Jazz. Qui sait? En 5 points, 2 minutes, c'est encore jouable pour Seattle. Mais il ne faut surtout pas perdre des ballons comme ici. La contre-attaque avec Stockton peut-être. Non, Russell, il va seul. Rebond pour Hawkins. Erreur sûrement. Oui, bonne défense de Schrempf en repli défensif. Schrempf. Ah, c'est dur. Beaucoup. Il se complique un peu la vie là, des deux côtés.
Hawkins. Payton. Oh 3 là points. là là 3 points. Quelle finale. Quelle Oh, finale. Gary Payton, il dit qu'il préférait rester à Seattle. Il est free agent, il est en fin de contrat. On sait que Miami aimerait beaucoup l'avoir dans son effectif. Pat Riley l'adore. Payton, meilleur homme du match pour l'instant, meilleur marqueur, 26 points. Mais le plus important, c'est ce ballon qui est en faveur des Utah Jazz. Utah toujours devant, un peu plus d'une minute à jouer. 2 points d'avance pour les Jazz. Balle pour Stockton. Il va y aller seul, non, joue avec Carr. Russell, Stockton encore, non, c'est pour Hornacek. À 3 points, ça ne rentre Il pas. était loin, il Et était Malone loin. qui va éviter la touche, non. Temps mort. Ils sont en l'air, Quelle ils demandent un lucidité. temps mort. Quelle lucidité. Chose possible, bien sûr, en NBA et pas dans le basket européen. Quelle tension, Georges. Oui, parce que c'est vraiment l'énergie du désespoir des Jazz d'Utah. Une défaite et la saison, une belle saison pour les Jazz serait finie. Ils n'ont pas envie de finir comme ça. Et on vous le rappelle, les finales en direct sur Canal à partir de... On ne sait Eh bien, pas. on verra, hein, soit dans la nuit de vendredi à samedi, soit dans la nuit de dimanche à lundi, soit dans la nuit de mercredi à jeudi la semaine prochaine. Tout dépend jusqu'où va aller cette finale de conférence. On va le savoir maintenant dans 1 minute. Ça sera peut-être terminé dans 1 minute. Stockton, la dernière minute, la voilà. Les Jazz sont quand même bien partis, malgré ce vacarme assourdissant dans la salle de Seattle. Malone, Stockton. Oui, Malone veut de la place pour travailler en 1 contre 1. Prise à 2 sur Malone. Il force. Il force trop, il force trop. Un avion, Récupération il rate Schrempf. complètement le cercle. Payton. Oh, qu'il est important ce ballon. Go-to man, Sean Kemp. Marque. Ah, c'est beau à voir. Par le passé, il a souvent craqué dans ces situations. Maintenant, on lui donne le ballon. Et Kemp répond présent. Égalité. Encore une possession, 2 possessions même, puisqu'il restera de toute façon 1 ou 2 secondes pour les Sonics de Seattle. John Stockton, la balle du match dans les mains de John Stockton. 10 secondes à jouer. Stockton. Il va jouer avec Malone, c'est obligatoire. Stockton, oui, joue pour lui, c'est pour Malone, qui échappe à Perkins. Car Oh, Malone le contre contré. inimaginable en attitude de Sean Kemp. Il sort le gros jeu, il marque le panier, il réussit le contre sur Malone pour arracher sans doute une prolongation. Oh, 2 secondes, Georges, 2 secondes. Et en 2 secondes et 3 dixièmes, les Sonics peuvent marquer. Malone dit que cette balle était dans sa phase descendante, il fallait accorder le panier. On ne peut pas juger sans avoir le ralenti. Et Le on voilà, le voilà. l'a. Alors, ce ballon. Oh non, Non, franchement, non, le non, contre non. est valable, il n'y a rien à dire. Et là encore, c'est la frustration, bien sûr, de Karl Malone, qui voyait déjà la victoire de son équipe sur ce geste. Et ça joue à si peu de choses. C'est comme la finale du championnat d'Europe des clubs à Bercy, sur un contre. Tandis que cette fois-ci, le contre est valable. Parce que ce ballon monte, il n'y a rien à dire. Il a le droit de claquer le ballon contre la planche de cette façon. 2 secondes et 3 dixièmes, c'est largement suffisant pour les Sonics de Seattle. 2 secondes et 3 dixièmes, qu'est-ce que je dis, 4 secondes et 2 dixièmes. Et c'est largement suffisant pour marquer. Non, contré également. Kemp, contré par Malone. Et Kemp dit, il y a faute sur mon bras. Alors, il reste 1,4 secondes. Mais Malone a touché au moins 90% du ballon. Un tout petit peu du bras de Kemp peut-être. Mais l'arbitre n'allait pas siffler là-dessus. Hein. Alors Kemp a empêché Malone de conclure. Et là, c'est Malone qui empêche Kemp de conclure. C'est de bonne guerre. Alors, Quel regardez match. la main gauche de Malone. Oh, il a touché quand même la main de Kemp là. Faut être honnête. Donc on peut dire que l'arbitre compense un peu la discussion sur le contre précédent. À la limite, si ça lui donne 5 minutes de plus dans ce match, est génial, on va pas s'en plaindre. On va voir. On va voir parce que là, maintenant, les Utah Jazz peuvent vraiment marquer également. Stockton tout de suite, Réception, peut-être. tir. Faut Qui est tirer. fait par Hornacek Trop pour tard. Malone, trop tard. Oh, il ne manquait pas grand-chose. Bonne défense sur Hornacek, en tout cas. C'est sûr, mais il aurait dû tirer malgré tout. Il aurait pu avoir une faute aussi. Alors, prolongation. Wow. Et George Karl ne s'y attendait peut-être pas. Jerry Sloan non plus. C'est plutôt une bonne surprise pour Jerry Sloan. Même si, ne l'oublions pas, les Utah Jazz avaient quand même 5 points d'avance à un peu plus d'1 minute. Vous de la avez fin. vu l'écran
pour écarter Hersey Hawkins de Malone. Il a complètement écrabouillé. Mais la défense, il y avait déjà 2 défenseurs sur Hornacek. Les deux équipes ont déjà eu à jouer des prolongations cette saison, en play-off également. Seattle réussit un petit peu mieux dans ses prolongations. Oui, ça fait beaucoup de prolongations, hein, 6. Stockton. Avec Russell, Malone. Stockton encore. Defense. Et le vieux Antoine Carr. Qui se démarque toujours au bon moment à travers le milieu de la raquette. Caviar de Stockton. Gary Payton. Schrempf qui écarte avec Hawkins à l'intérieur pour Perkins. Il va jouer pour lui l'aide de Stockton à Antoine Carr. Perkins ressort. Schrempf sur la ligne des lancers francs. C'est court et Perkins est battu par Antoine Carr pour le rebond et par Karl Malone. Il y a 3 joueurs de métier dans l'équipe de Seattle. Hawkins, Schrempf et Perkins. On fait jouer l'expérience dans cette prolongation. Hornacek, on recherche beaucoup Hornacek dans cette partie. Et pour cause. Contré, car ça revient sur Malone. Ne marque pas, rebond favorable à Schrempf et aux Sonics. Payton tout de suite. Schrempf, Kemp. Payton à 3 points. Et ça entre. Et la rage de vaincre de Payton nous fait penser à l'équipe de Villeurbanne. Ronnie Smith en tête. Quelle envie de vaincre! 5e et dernier match de la finale du championnat de France, samedi 14h en direct sur Canal. Depuis Pau, Villeurbanne. Les deux équipes en sont à 2 partout. Ça se jouera donc samedi. Pour l'instant, c'est Hornacek qui va peut-être donner l'avantage au Utah Jazz. Ah, les deux équipes jouent bien. Intérieur vers l'extérieur pour les paniers à 3 points. Fantastique. 3 minutes à jouer. Payton encore avec un bloc de Kemp pour Gary Payton. Schrempf. Payton avec Kemp, encore une fois, pris par Malone. Stockton vient aider Malone, revient sur Payton parce qu'il est dangereux également. Payton qui va seul au lieu de redonner pour Shawn Kemp. Il a raison. Ah, il joue bien. Il joue bien. Le meilleur défenseur de l'année est également un grand attaquant. Il est en train de devenir un des monstres de la NBA, Gary Payton. Oui, et il sera très très demandé à l'intersaison. Stockton. Russell. Bonne passe décisive pour Stockton. Ce n'est sûrement pas ce qu'il voulait faire. Airball converti en passe décisive. Stockton qui traînait au rebond était au bon endroit au bon moment. Un peu par hasard parce qu'il n'est pas souvent à l'intérieur. Stockton de la raquette. 4e faute pour Kemp. Mais cette fois-ci, il a beaucoup moins de problèmes de faute. Il a 4 fautes, on est déjà en prolongation. Et par exemple, dans le dernier match, il n'a joué que 25 minutes parce qu'il avait tout le temps des problèmes de faute. Et si l'on retournait à Salt Lake City? Seattle pourrait toujours se dire qu'ils ont gagné 5 sur 6 à l'extérieur en play-off cette saison. Mais bon, Utah aura quand même une confiance accrue. Et puis Utah pourrait se dire que finalement, ils n'ont perdu qu'un seul match à domicile en play-off cette saison. Bien sûr. Oh là là, quel gâchis hein, pour les Sonics de Seattle. Stockton. Jerry Sloan qui demande un système en attaque. Double stack. 16 ballons perdus pour Seattle, 10 pour Utah. Karl Malone avec Hornacek. Bonne défense de Payton sur Hornacek. Malone, ballon renversé. Malone, il est ce loin. sera 2 points. Ça ne rentre pas. Il essaye beaucoup, Karl Malone, mais pas trop de réussite pour l'instant. Oui, ce n'est pas son jardin. Il était un peu loin. Schrempf. Oh, ça ne rentre pas, ça revient sur Schrempf quand même. Et on va pouvoir retravailler du côté des Sonics. Il marche, marcher. Il voulait faire une passe. La ligne de passe a été coupée. Il a fait un pas de trop. George Karl qui pourrait être convoité, notamment par Charlotte après cette saison. Bon là, il peut se plaindre, mais il y avait un gros marché, il n'y a rien à dire.
Ça peut être important s'ils viennent l'emporter ici, les Utah Jazz, parce qu'on sait que les Sonics sont quand même fragiles. Ils l'ont prouvé 2 années de suite en étant éliminés rapidement en play-off. Et qui sait s'ils ne vont pas se mettre à douter s'ils perdent ici face à Malone. Ce n'est pas fait. Oui, ce n'est c'est pas vrai, fait. Eric. Mais en même temps, ils ont quand même perdu au premier tour un match contre Sacramento avant d'aller gagner 2 chez eux. Donc tout est possible. Et d'ailleurs, il faut déjà se le dire, même en perdant aujourd'hui, ils ont 2 chances pour gagner un des 2 matchs. Et le dernier est quand même à Seattle. C'est un peu comme Pau face à Villeurbanne. Ah oui, parce que là, tout se jouerait ensuite sur un match. Parce que si les Jazz gagnent chez eux, sur un match, tout est possible. C'est pour après. ça qu'on fait la saison régulière, pour avoir ce dernier ticket, ce dernier match décisif à la maison. Toute l'importance est là. On n'en est pas encore là. Hein. Il y a 2 points d'avance simplement pour Utah et une 15 à jouer. Payton. Oui, je crois que Seattle préférait en finir tout de suite. Schrempf. Perkins. Avec Payton peut-être à l'intérieur, à moins qu'on passe par l'extérieur avec Detlef Schrempf. Perkins qui conserve le ballon, le donne pour Payton. Bien pris par Stockton et on vient en aide sur Gary Payton qui est bloqué. Ballon perdu, récupéré par les Jazz et de nouveau touché au passage. Donc il est pour les Jazz. Après une belle interception, dans le dernier match, c'était plutôt Seattle qui avait intercepté 2 ballons par Payton, décisif à la fin du match. Cette fois-ci, on a l'impression que c'est Utah qui fait le même coup. Touché au départ par Payton alors. Oui, mais bon, on a l'impression quand même qu'il jette la balle dehors. Par cet angle de caméra. Oh là 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 là! Ça revient. Et on va se remettre en place. Avec Stockton. Oh là là, c'est du catch. Quelle intensité. Russell n'ose pas prendre le shoot. Si Utah marque ici, c'est de bon augure. Bon, tout le monde essaie d'influencer les arbitres sur chaque coup de sifflet. Ça aussi nous fait penser au match 4 à Villeurbanne, mais les arbitres ne se sont pas laissés faire. Ils ont bien raison. Oh, les playoffs! Les playoffs! Remise en jeu quart pour Stockton. Oh, ballon perdu. C'est pas possible de faire ça. Ils ont le match en main et ils jettent le ballon directement dehors. Déjà petite justice, voilà. Ouais, voilà, exactement. Par rapport à ce qu'il avait fait tout à l'heure. Bah, ça fait 2 fois de suite quand même, mais on persiste à donner le ballon à quart. Oui, c'est pas lui de faire les remises en jeu la prochaine fois, c'est sûr. Detlef Schrempf. Balle d'égalisation. Payton. Oh, Ne marque pas. Il était dedans, ce ballon. Incroyable. Pour qui cette balle? Pour qui? Elle est pour les Sonics de Seattle. Elle est pour Seattle. 18 secondes à jouer. C'est du rugby pour arracher la possession de ce ballon qui vaut cher. Alors, y aura-t-il une nouvelle prolongation ou est-ce que les Sonics de Seattle vont en terminer dès maintenant? Il faudrait alors marquer à 3 points. Qu'est-ce que va choisir George Karl? La gagne ou une d'abord nouvelle prolongation? égaliser. Alors 2 fois cette saison, l'équipe de Seattle a gagné dans les dernières secondes face aux Jazz d'Utah. Deuxième fois, c'était le 30 mars. Sam Perkins à 3 points. Il a décidément l'art de marquer les paniers à 3 points qui font mal à Utah. Est-ce que ça veut dire que c'est de bon augure pour Seattle? Bon, il faut être honnête. Alors qui? C'est un coup de dé, là. Qui pour jouer ce ballon? Il y a tellement de monde du côté de Seattle. Moi, je joue avec Kemp. Stockton. Ce sera personne. Encore. Stockton. C'est pas vrai. Hornacek. Maintenant, il faut le garder. Ils ont le droit à une possession de balle. Puisque de toute façon, il ne restait pas 24 secondes à jouer. Il fallait faire une faute. C'est ce que fait Schrempf. Mais tout s'est joué sur les 2 remises en jeu. Incroyable. Comme quoi, quand il y a 5 défenseurs et 4 joueurs pour recevoir le ballon, ce n'est pas si évident que ça de faire une remise en jeu. Pression de Stockton sur Payton, c'est le monde à l'envers par rapport aux autres matchs. Payton rate le ballon. Alors, comme ils ne sont pas encore à 5 fautes dans ce carton, il n'y avait pas de lancer franc à tirer. Ils n'ont pas le choix, il faut faire des fautes systématiquement. 4 ballons perdus en prolongation pour l'équipe de George Karl. 1 ballon perdu seulement. Et il y avait surtout le ballon du match qui a été perdu bêtement sur la dernière remise en jeu par Seattle. Hornacek. Oh là là. C'est un des meilleurs shooters de lancer franc de toute la NBA. Et même Hornacek a craqué là. Parce que s'il réussissait les 2 lancers francs, c'était la victoire pour les Jazz. Assuré. Bon, s'il met 1, ça oblige Seattle à marquer 3 points. Il le met.
il le met. Donc il faut shooter à 3 points. Payton est fou de rage avec lui-même, avec cette passe un peu hasardeuse. Il reste quand même 7 secondes et 8 dixièmes à jouer. Donc ça laisse vraiment le temps aux Sonics de Seattle de mettre en place quelque chose, un vrai système. Oui, mais là, c'est clair, il faut shooter à 3 points. Donc Shrimp, Hawkins, Payton, ils peuvent tous tirer à 3 points. Vous parliez de Villeurbanne tout à l'heure et de Pau. On se souvient du match où Thierry Gadou a marqué alors qu'il restait 1 seconde et 1 dixième à jouer. C'était à Pau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Sean Kemp pour Gary Payton. Payton à 3 points, gêné par Stockton. Payton ne marque il pas. était pas loin de se payer. C'est fini. Putain, c'est gagné fini à Seattle. Quelle surprise en prolongation. Et il y aura la victoire donc du courage. un 6e match à Salt Lake City. Et Gary Payton et les joueurs de Seattle n'en ont pas terminé. De toute manière, c'est justice. L'équipe d'Utah a perdu par 2 points d'écart à domicile. Maintenant, ils viennent gagner le premier match à l'extérieur des playoffs. 3 points d'écart en prolongation. Un match génial. Et prochain match donc demain soir à Salt Lake City. Voilà, on avait promis de vous montrer l'autre finale de conférence, le 4e match entre Orlando et Chicago. La superbe victoire des Bulls de Chicago, la superbe qualification. 4-0, c'est pour maintenant le 4e match. Ça se passait donc à Orlando, Georges, où les supporters des Magic y croyaient toujours. Hein. Oui, on se moque un peu de Rodman dans le public. Il faisait 30 degrés dehors, très très chaud à Orlando. Un temps estival. Sweep, ça ce sont les supporters des Bulls. Sweep, c'est-à-dire le coup de balai, 4-0. Les Bulls menaient 3-0. Ils étaient déjà venus gagner à Orlando le match précédent. Et là, les Magic d'entrée prennent le match en main. Oui, on voit 3 points de Scott qui a été si maladroit pendant les 3 premières rencontres de cette finale de conférence Est. Horace Grant ne joue pas et Nick Anderson, blessé au poignet, ne joue pas non plus. Donc les choses vont mal, malgré tout, pour les Magic. Avec Jordan qui va faire là encore un très très grand match. Marché de Harper. On vous a dit que les Magic allaient prendre le match en main. Vous avez vu 11-4 d'entrée de jeu pour l'équipe de Brian Hill grâce à Denis Scott. Et ça c'est important parce que quand Scott et Anderson sont au point, eh bien l'équipe des Magic tourne. Oui, Scott est seul aujourd'hui. Il a beaucoup de responsabilités. Ce qui est bien pour Orlando, c'est qu'ils ont montré leur orgueil et leur fierté dans ce début de match. Menés 3-0 sur le plan psychologique, ils étaient vraiment très affaiblis. Scott, encore lui. Bon, Chicago doit se dire, on va laisser passer l'orage. Les Magic sont vexés d'être menés 3-0. Vous savez, les 2 saisons précédentes, ils ont été balayés aussi. 3-0 par Indiana, puis 4-0 par Houston. Même si c'était en finale. Ça fait mal quand même. D'ailleurs, Shaquille O'Neal a dit juste avant ce match, si on est balayé une 3e saison de suite, c'est la honte. Et je ne vais pas pouvoir montrer ma tête dans la ville d'Orlando pendant tout l'été parce qu'on va me parler que de ça. Ça va être l'embarrassement de ma vie. Donc là, il est planqué chez lui. Et c'est Brian Hill également, le coach d'Orlando, et qui a dit honnêtement, je ne pense pas que le 4e titre échappe à Jordan. Mais ça, de toute façon, ils sont nombreux aux États-Unis à le penser, puisqu'il y a eu un sondage très récemment qui a été fait aux États-Unis et qui montre que 61% des Américains sont persuadés que Chicago va remporter son 4e titre. Ils sont 6% à penser que Seattle va le faire et 2% les Utah Jazz. Et le plus intéressant, c'est quand même que 38% d'entre eux pensent que les Bulls vont triompher en 4 matchs. Ah, ça, je suis prêt à parier que les Bulls ne vont pas faire un sweep contre Seattle si Seattle joue la finale. Wow! Dunk nucléaire de chaque attaque. Bon, il est vexé comme ses coéquipiers. Alors, à la limite, s'il va perdre, il veut au moins le faire avec fierté. Les Bulls ont pris un mauvais départ et puis petit à petit, ils vont grignoter leur retard qui était tout à l'heure de 13-4, maintenant de 19-11. C'est sans compter, sans Jordan et les autres. Pippen. Oui, Jordan qui fait 5 sur 5 dans le premier quart-temps. Son équipe peut rester dans le match grâce à cela. Et Pippen qui a marqué 27 points lors de la 3e rencontre. Jordan n'a marqué que 17, a retrouvé son adresse. Oh!
O'Neal multiplie les dunks. On parle toujours d'éventuels transferts d'O'Neal aux Lakers de Los Angeles. Il parlait, son agent a dit que la priorité c'est quand même Orlando, mais il paraît que O'Neal voudrait que le coach d'Orlando soit changé et qu'on fasse appel à Chuck Daly, l'ancien coach de Détroit. Et de la Dream Team. C'est ça, et de New Jersey. Donc, Est-ce que justement, Georges, la défaite, l'élimination 4-0 comme ça d'Orlando peut accélérer le processus? c'est possible. Déjà, si O'Neal veut un changement, c'est important. Brian Hill est soutenu encore par les directeurs de l'équipe d'Orlando. John Gabriel, le general manager en tête. Mais franchement, je crois que si Daly veut venir à Orlando, il y a des grandes chances qu'il y vienne. Voilà donc le premier carton de Jordan. Georges vous en parlait tout à l'heure. Et c'est lui qui va permettre aux Bulls de revenir à 3 points, ici 24-21. Alors qu'on voit Brooks Thompson jouer avec les Magic d'Orlando. Il n'a pas été pas joué de la saison, mais ils ont besoin d'un shooter. Et c'est un excellent tireur. Hardaway un peu seul. Oui, le duel Pippen-Hardaway a souvent été décisif. La défense de Pippen sur Hardaway qui ne donne pas beaucoup de passes décisives dans cette finale. Cela dit, Georges, quand on voit Brooks Thompson et John Koncak ensemble sur le plancher, on se dit que cette équipe d'Orlando ne supporte plus vraiment la comparaison avec Chicago. Bien sûr. Horace Grant et Nick Anderson, deux pions majeurs, ne sont pas là. Superbe caméra derrière le panneau utilisé par les Américains. Et on voit le tir de Jordan très pur. Orlando toujours devant dans le deuxième quart-temps. Et O'Neal dominateur. Et il dunk sur la tête de Rodman. Rodman est toujours en train d'asticoter O'Neal. Il défend souvent sur un joueur qui pèse 40 kilos de plus que lui, c'est quand même étonnant. Ron Harper, excellent durant ses playoffs. Et Rodman toujours présent au rebond offensif. Il est partout. Il apporte son enthousiasme. C'est le catalyseur de cette équipe de Chicago cette saison. Ils ont déjà deux leaders. Regardez, un superbe dunk. Après le rebond et le plan est magnifique de la télé américaine, il faut le dire. Bon, Neal arrive à s'exprimer. Alors là, il va se frictionner avec Rodman. Il va même l'envoyer bouler un peu. Mais Rodman se dit, j'ai réussi à énerver O'Neal, c'est bien mon rôle, non? 20 points pour Jordan, 19 points pour Shaquille O'Neal, 7 sur 9 pour les deux joueurs. Dans ce match, ça se tient à la mi-temps. 9 points d'avance pour Orlando. Mais comme dans le deuxième match qu'on a vu sur Canal+ la semaine dernière, avec une défense en pressing, Chicago va remonter la marque en deuxième mi-temps. Voilà l'illustration. Harper et puis boum, a lancé la machine pour Pippen et à l'arrivée c'est Jordan. Les deux Doberman devant en pressing avec leurs bras longs et leur rapidité incroyable. Sans oublier Harper qui est devenu un très bon défenseur dans le système de Phil Jackson. C'est beaucoup affirmé durant ses playoffs. Ron Harper, après une saison l'an passé assez médiocre. O'Neal! Vexé Shaquille O'Neal. Et chaque fois qu'il fait un bon truc, il regarde Dennis Rodman les yeux dans les yeux. Ce qui n'impressionne pas beaucoup Rodman d'ailleurs. Oui, lui il adore ça. 21 rebonds il avait pris lors du premier match, Dennis Rodman. Avec 13 points marqués, son meilleur score des playoffs. Et comme le dit Jordan, les Bulls de Chicago, ce n'est pas l'équipe d'un seul joueur. Il dit également que c'est très gratifiant pour lui d'être là, qu'il est ravi d'être revenu, de s'être intégré dans une équipe avec laquelle il n'avait pas passé beaucoup de temps finalement. Ce n'est pas du tout la même équipe que Jordan a connue quand ils ont gagné 3 titres de suite. Il ne reste plus que Pippen, Paxson n'est plus là, Cartwright n'est plus là, Grant joue à Orlando. Et Rodman est là, ça change beaucoup de choses. Tant que Rodman va demander 10 millions de dollars pour jouer la saison prochaine à Chicago. Chicago va proposer la moitié. Et il paraît aussi que certains joueurs importants dans l'effectif de Chicago seraient contents de voir Rodman partir malgré tout. Il est quand même difficile à gérer au quotidien. Mais c'est dommage parce que pour moi, Rodman y est pour beaucoup dans les 72 victoires. Et dans les performances en play-off extraordinaires de Chicago, ils n'ont perdu qu'un match en play-off.
Ah, ça va faire de l'argent à sortir pour Jerry Reinsdorf et Jerry Krause. Parce que Jordan demandant 38 millions de dollars sur 2 ans, Rodman 10 millions de dollars. Oui, il y a des... Phil Jackson voulait 2 millions et il paraît que Reinsdorf ne propose que 1,5 million. C'est dommage parce que Jackson est coach de l'année quand même. Jordan continue son show. Il y a d'autres rumeurs de transfert également en NBA. On dit que les Houston Rockets seraient intéressés par Charles Barkley et qu'ils pourraient mettre Robert Horry dans la balance des négociations avec les Suns de Phoenix. Étonnant quand même parce qu'Horry a encore 10 ans à jouer en NBA et Barkley peut-être une saison. Ça deviendrait l'équipe des vieux, hein, Barkley, Drexler. Oui, ils vont jouer vraiment le court terme, essayer d'arracher un dernier titre avant la retraite de Drexler, Barkley et surtout Olajuwon. Bon, cela dit, ce n'est pas fait. On dit également que les Knicks de New York devraient garder Patrick Ewing. Il avait été beaucoup question de son départ, mais qu'en revanche, il cherchera à se débarrasser soit de Charles Oakley, soit de John Starks. Et il voudrait signer Reggie Miller. Voilà. Et le coach Van Gundy va rester pour 2 saisons de plus. Alors qu'on avait parlé de l'arrivée de John Thompson. 30 points pour Michael Jordan. Et on est au début du 3e quart-temps, c'est quand même extraordinaire. Il va en marquer, on vous le dit tout de suite, 45 points pour Jordan. Mais ce n'est pas son dans meilleur ce score en match. play-off, il a réussi 46 contre New York une fois. Et là, Chicago revient petit à petit, comme on vous l'avait dit. Malgré Dennis Scott. Bon, maintenant, regardez la relance de Rodman. Boum! Et Vlan, dit Scott et Pippen. On ne parle pas souvent des relances de Rodman, mais c'est un des meilleurs passeurs au niveau de lancer des contre-attaques de toute la NBA, dit Phil Jackson. Bon, Pippen est parmi les meilleurs finisseurs, sans doute aussi. Plus de ballons perdus par Chicago. Chicago qui n'aura perdu qu'un seul match pour l'instant en play-off. Oui, c'était à New York après prolongation. Et Jordan sur la route des 45 points. Et un très bon pourcentage. Jordan qui était déçu d'être en dessous des 50% cette saison. Alors pour l'antenne basket, donc on vous l'a dit, 14h, le 5e match de la finale du championnat de France pour Orthez contre Villeurbanne samedi prochain. Dimanche soir, Georges, peut-être un match de NBA, tout dépendra de la tournure des événements. Peut-être soit le premier match de la finale. Soit le 7e match entre Seattle et Utah. Voilà, on vous tiendra au courant, ça, on vous le dira samedi après-midi lors du match entre Port-Orthez et Villeurbanne. Et vive le basket sur Canal, on n'a jamais vu autant de grands matchs sur notre antenne. Et quoi qu'il arrive, eh bien, nous serons aux États-Unis à partir de mercredi prochain pour soit le 2e match, soit le premier match de la finale. En direct toutes les nuits et le lendemain, un résumé préparé par Olivier Barbarin à 16h40, 16h45. Et entre-temps, je vais aller en Tunisie saluer nos amis de Canal Horizon pour parler des Jeux Olympiques et de la Dream Team 3. Ça nous fait un sacré planning. On ne s'en plaint pas, comme tous ceux qui aiment le basket. Defense. Wow, quel shoot! Il a reculé d'1 mètre, il reste en l'air, il marque. Et il a quand même un joueur qui est plus grand que lui par la taille, Penny Hardaway, en défense face à lui. Il y a Shaquille O'Neal qui s'est montré très sport à l'issue de ce match. Et O'Neal a dit, de toute façon, Jordan, c'est Jordan. Et c'est pour ça qu'il est le meilleur joueur au monde. Jordan, c'est Jordan, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais il reconnaît que c'est le meilleur joueur au monde. Bah, Jordan montre ce que cela veut dire. Avec ce shoot à 3 points qui tue. 10 points d'avance pour Chicago. Et on voit Hardaway obligé de prendre les choses en main, obligé de prendre le match à son compte. Mais ce qui est terrible, c'est que dans les dernières minutes, on avait l'impression que Orlando n'y croyait plus. Et ils avaient tort parce que, bon, à 10 points, on ne sait jamais. Chicago était tellement dominateur tout au long de cette finale. À chaque match face à Orlando, un joueur différent a été décisif. Cela prouve que ce n'est pas l'équipe d'un seul joueur, les Bulls de Chicago. Chicago déjà qualifié pour la finale, 6e match entre Seattle et Utah. Demain soir, prochain rendez-vous basket pour Orthez Villeurbanne sur Canal samedi. Au revoir. Bye bye! Scotty gets it right back. Drives right inside. Scotty Pippen. Carmelo double team. Rochford pass intercepted by Kemp. Got it. Drives into the lane. Goes to the hole. And lays it up and in. Oh!
And this time he does take it away from Kukoc. The pass for Shaw back to Penny. Oh, you gotta love that action! Une bonne sensation et ça fait du bien parce qu'on sait qu'on va s'entraîner, on sait qu'on va jouer dans une équipe et après 8 mois de chômage, ça fait du bien. Sainte-Rose, c'est un petit club amateur de division d'honneur, un autre monde après le football professionnel. À 33 ans, Jacques Glassman gagne 14 000 francs par mois, 5 fois moins qu'à Valenciennes. En dénonçant la corruption, le joueur connaissait les risques, mais pour lui, il n'y avait pas d'autre attitude à avoir. Moi, j'ai été confronté ce soir-là à ce problème. C'était moi qui étais confronté à ça Pour la première fois pour la première fois avec d'autres joueurs. Et là, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, je ne peux pas vivre avec ça, moi. Je ne peux pas vivre avec ça. Et je crois que souvent dans la vie, certains hommes sont confrontés à des problèmes et c'est là qu'on se dit, bah là, il faut faire quelque chose. Et je vais faire quelque chose. Je ne veux pas dire que j'ai prévu tout ce qui s'est passé après, parce que c'est d'une telle démesure. J'ai un peu prévu les réactions de la presse, la réaction des gens. Bon, je savais que c'était ma parole contre la parole de beaucoup de gens, beaucoup plus importants et qui avaient plus de poids que moi. Moi j'étais rien, j'étais un joueur de foot parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, mais plus comme les autres, dans un milieu où la liberté de parole se paie cher, dans un milieu où même des joueurs n'ont pas apprécié à l'époque le courage de Glassman. Maintenant que le temps est passé, que cette affaire est... Disons que c'est un bon camarade, mais c'est pas... J'ai pas de rien pensé envers lui. Plus maintenant. Non, non, fini. Il a eu raison de parler. On ne saura jamais. Il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Ça valait mieux ou pas? D'un côté, oui, ça servira de leçon pour les autres. Et pour lui? Il faut que ça serve de leçon. Comment? Et pour lui? Pour lui, enfin, ça va être difficile. C'est sûr qu'il s'est un peu tué vis-à-vis de tout le monde, mais... C'est le milieu du foot qui est comme ça? C'est ça a pris de l'envergure et bon, ça l'a cassé lui aussi. Casser sa carrière sportive, sûrement. Mais quand il se promène sur les roches volcaniques de La Réunion, Jacques Glassman ne se prend surtout pas pour un martyr en exil, même si sa venue ici n'avait rien de volontaire. Je suis venu à La Réunion parce que j'ai été séduit par l'environnement, j'ai été séduit par les paroles d'un homme vrai qui est Michel Vergoz, le maire de Sainte-Rose. Et ensuite, je crois que je suis venu ici parce que j'avais pas tellement le choix. Je crois que c'est le seul club qui était intéressé par moi et qui a donné suite à une proposition concrète. Dans sa nouvelle vie sous les tropiques, Jacques a sa petite habitude. Tous les jours, il fait une halte dans la seule station-service du coin, le principal lieu de rencontre de la ville. Comment vas-tu, citoyen? Jacques, bonjour. Ça va bien? Ça va, Jean-Louis? Ça va, Jacques? L'homme qui vient d'acheter son journal, c'est Michel Vergoz, le maire de Sainte-Rose. C'est lui qui a fait venir Jacques Glassman. Ses intentions, soigner l'image de sa commune et réhabiliter l'homme. Ne pensez pas que c'est monstrueusement injuste que ce citoyen, parce qu'avant d'être footballeur, il est citoyen, ait reçu sur la tête tout ce qu'il a reçu? Mais c'est fou, c'est le monde à l'envers. Alors si modestement à notre niveau, on peut utiliser cette monstrueuse injustice pour construire notre propre ciment ici, eh bien on aura gagné. Étirez-vous, étirez-vous. Dans son contrat avec Sainte-Rose, Jacques Glassman a aussi la responsabilité des cadets du club, des adolescents souvent issus de milieux défavorisés. D'accord? On tombe pas à leur niveau. Éducateur, c'est une première pour l'ancien professionnel qui enseigne aux jeunes à bien se comporter sur le terrain. Pas que sur le terrain, même au dehors, si on voit une personne plus âgée que soi, au même âge que nous, il faut le respecter. Parce qu'il a au moins le minimum de respect. On doit lui donner le minimum de respect, quoi. Jacques Glassman vous explique ces choses-là aussi? Un peu, il ne peut pas faire tout en même temps parce que il parle à nous pas trop souvent, mais de temps en temps, il fait une leçon de morale, comme le mardi soir, par exemple, le plus souvent.
Quand il rentre dans sa maison sur les hauteurs de Sainte-Rose, Jacques Glassman retrouve sa compagne Audrey et sa fille Laetitia. Il s'est toujours fait un devoir de les tenir éloignés des médias. Son foyer, c'est sa force, son principal soutien depuis le début de l'affaire. La famille du football, elle, a beaucoup moins d'attention à l'égard du joueur. Jacques Glassman n'a plus de contact avec les dirigeants du football français qui manifestent peu d'intérêt pour celui qui a dénoncé la corruption. C'est un problème qui dérange, qui gêne, ils n'ont pas envie d'en parler. Ils ont une certaine notoriété, ils sont en place privilégiée dans un certain système. Bon, ce qui se passe un petit peu autour, surtout si ça dérange, autant pas s'en mêler et puis s'embêter avec la presse, avec tout ça. Quand on ne dit rien, ça veut dire qu'on est désintéressé ou que bon, ça nous gêne pas vraiment. Dimanche, 11h30, l'équipe est réunie au restaurant pour le traditionnel déjeuner d'avant-match. Poulet en sauce pour tout le monde, on est loin de la rigueur diététique du football de haut niveau. Pour le café, Jacques Glassman retrouve Philippe Noche, ancien joueur de Brest. Comme Jacques, ses illusions sur les mœurs du football se sont envolées depuis longtemps. Mais confronté à la corruption, serait-il prêt à suivre l'exemple Glassman? Non. À ce jour-là, je dirais non. C'est pas, même si je suis contre, même si c'est des choses qui me touchent, je sais pas, il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, bon, refuse ce genre de transaction, mais bon, ça reste là. Peut-être que je vais me dire que j'aurais peut-être pas la force de supporter tout ce que ça peut drainer derrière. Ça, pour moi, bon, quelque part, ça me révolte. Quelque part, c'est pas en accord avec moi-même, mais je le comprends. Je peux le comprendre, mais c'est totalement opposé à ce que moi je suis justement. Oui, bon, pour donner les réponses à Jacques, c'est de ce que je pense, moi, il y a des gens qui sont faits. Et Jacques, pour moi je crois en Dieu. Donc Jacques, on va dire, pour schématiser, était programmé pour dire ça et pour dénoncer ça. Jacques Glassman évolue dans un championnat qui draine beaucoup d'argent pour un si modeste niveau. Et ici comme ailleurs, les tentatives de corruption sont toujours possibles. Je suis pas au courant de ça ici, j'ai jamais été confronté heureusement à tout ça, mais bon, peut-être que ça existe. Si ça vous arrivait à nouveau, vous reparleriez à nouveau? Je crois, mais je pense pas que ça va m'arriver. Je crois qu'il n'y a pas un fou sur Terre qui sera à même de me reproposer une somme d'argent. Je crois que vaut mieux que ça arrive plus. Il y a beaucoup d'enjeux, mais l'enjeu ne doit pas vous bloquer. Allez, on communie ensemble, on fait un projet et on le met jusqu'au bout. C'est un troisième, vite! Un match de foot à La Réunion, c'est toujours un grand événement. 2 caméras de télévision, une retransmission en direct pour le multiplex. On se croirait en première division. Et comme en première division, le public s'en prend encore parfois à Jacques Glassman. C'est vrai que il y a des traces qu'on ne peut pas effacer. Il y a toujours, je veux dire, des gens qui vont vous parler du passé. Mais ce sont des supporters acharnés de Marseille qui n'acceptent pas beaucoup ce que Glassman a dénoncé. Si tu t'énerves, qu'est-ce que tu fais? Mais ce dimanche après-midi, Jacques Glassman n'a rien entendu. Pour son 4e match de la saison, Sainte-Rose a enfin gagné. Putain, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match. Non, ça fait plaisir, ouais. Non, surtout c'est la manière en première mi-temps, on a passé un petit peu au travers, on s'est fait bouger. En deuxième mi-temps, on les a bougés. C'est vrai que leur expulsion, ça nous a aidés, mais ça y est, c'est parti, ça va mieux. Ça fait des bonnes sensations. Putain, bien joué ça. Des bonnes sensations et un vrai plaisir. Ne parler que du jeu après un match, c'est ça et rien d'autre que Jacques Glassman a toujours attendu du football. Vous allez voir un autre document étonnant. La phase finale d'un transfert avec le joueur et son épouse, son impresario et le club qui fait tout pour l'accueillir.
Je suis à 70 km de Lyon. Bon, j'essaierai de... Ce jour-là, Christophe Coquard joue son avenir. Seuls quelques initiés sont au courant de ce rendez-vous à Lyon. Tout doit aller très vite. La rencontre qui a lieu dans quelques heures est déterminante pour sa carrière. Ceux qui le convoquent connaissent son CV. International, ailier droit de l'équipe d'Auxerre, champion de France 96, Christophe Coquard est l'un des meilleurs attaquants français et son impresario le sait. Mais il sait aussi que le temps presse, c'est maintenant qu'il faut gagner de l'argent. La carrière des joueurs professionnels s'achève en moyenne à l'âge de 32 ans. Ce dimanche-là, Christophe Coquard, 28 ans, tente donc le gros lot. Il veut la saison prochaine doubler son salaire. Plusieurs clubs sont intéressés, dont l'Olympique lyonnais. Ce rendez-vous est pour lui et son épouse l'aboutissement de plusieurs semaines de contact. Il y a d'autres clubs, ainsi qu'à l'étranger, mais comme mon agent a mis la barre assez haut financièrement, certains clubs se retirent parce qu'ils ne peuvent pas assurer. Quand vous dites il a mis la barre haut, vous le regrettez ou... Je le regrette, non. Je veux dire, si ça arrive à suivre, ça va, je ne le regrette pas, et si ça arrive à se conclure, mais ça peut capoter d'un moment à un autre, donc il ne faut pas se louper. Il ne faut pas se louper, d'autant que Lyon est pour le moment la proposition la plus sérieuse aux yeux de Christophe Coquard. La rencontre avec les dirigeants du club a lieu en terrain neutre, ici dans les sous-sols d'un des plus beaux hôtels de Lyon, à l'abri des regards. Le rendez-vous est secret. Grand industriel lyonnais, le président du club s'est déplacé pour l'occasion, comme il le fait d'ailleurs pour chaque transfert. Le scénario du transfert comporte plusieurs étapes. D'abord, il s'agit de faire plus ample connaissance. Direction le 8e étage de l'hôtel pour l'apéritif. Un salon privé avec vue panoramique sur Lyon a été loué pour la circonstance. Autour de Christophe et de sa femme, 4 personnes. D'abord, l'agent de Christophe Coquard, Frédéric Dobrage, ex-footballeur professionnel, c'est lui qui parle argent avec le club. Le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, il aimerait faire signer Christophe dès aujourd'hui. Bernard Lacombe, directeur sportif du club, ancien grand joueur. Depuis 2 ans, il tente de recruter Coquard. Marino Faccioli, le directeur financier de l'Olympique lyonnais. Confiant, il a déjà préparé le contrat. De toute façon, il y a 3 fleuves à Lyon, on ne peut pas se tromper. Il y a le Rhône, c'est le plus grand, la Saône qui est juste derrière, qui est un peu plus petite, et puis le Beaujolais qui coule partout. D'accord. Jean-Michel Aulas, le président, essaie de détendre l'atmosphère, mais il n'a aucune certitude quant à l'issue de la journée. On a hier eu son agent pour repréciser le cadre des propositions financières que nous avons faites. Il semble que nous soyons assez proches. Donc il est possible effectivement que ce soir nous parvenions à un préaccord qui se concrétiserait dans les jours qui viennent par un contrat, mais il n'y a pas de certitude. Je ne sais pas, c'est lui qui peut vous dire dans quel état d'esprit il est venu. Il n'y a pas eu de certitude et on ne sait jamais jusqu'au dernier moment comment ça peut se passer. Le déjeuner, 2e étape importante de la rencontre. On ne parle toujours pas du contrat. Les dirigeants de Lyon tentent plutôt de séduire Christophe Coquard en lui parlant des équipements fournis aux joueurs. Une sorte de mise en condition psychologique. Entre le plat et le dessert, le directeur de la communication est chargé de présenter à Christophe Coquard le nouveau maillot de l'Olympique lyonnais. Plus qu'une tenue de travail, une seconde peau pour un joueur de football. Là, ils ont fait un truc... C'est pas trop lourd, ça, comme matière? Il paraît que c'est très aéré, d'après Adidas. Il n'y aura plus qu'à le porter maintenant. Mais Christophe Coquard hésite encore. Non, c'est vrai qu'il est chouette. Frédéric Dobrage, son agent le sent bien. À la fin du repas, il tente un dernier conciliabule avec le joueur et sa femme. Le contrat est intéressant, mais les résultats sportifs de l'Olympique lyonnais ne sont pas ceux d'Auxerre. Pour l'impresario, le moment est crucial. En cas de refus du joueur, il perd aussi sa commission, 7,5% du montant de la transaction. C'est maintenant qu'il doit convaincre. Dans l'approche. Tout à l'heure, on aura une discussion vraiment dans le vif du sujet. Ce qui veut dire, je dirais, contractuel. Tu peux très bien dire non. Il faut savoir que de leur côté, ils vont prendre cette décision, enfin ce choix pour un demi-refus.
un demi-refus qui laisse sous-entendre qu'il y a d'autres pistes pour eux, il y a d'autres joueurs, parce que c'est le marché, et que quelque part, ce qui est valable aujourd'hui ne sera plus forcément valable demain. Moi qui est habitué à faire des Coupes d'Europe chaque saison, là c'est un choix difficile. C'est vrai que ça m'embête quelque part. Donc si je me retrouve financièrement, s'il y a un équilibre, pourquoi pas? Sur la femme du joueur, en tout cas, l'accueil à Lyon a fait son effet. Son avis est capital.